Faisons un point à présent sur la situation au Mali. Nous vous en parlions la semaine dernière donc d'un blocus imposé par le JNIM dans l'ouest du pays et autour de la capitale. Wassim Nasr, qu'en est-il aujourd'hui? En fait, la situation s'est aggravée depuis qu'on en a parlé la semaine dernière. D'ailleurs, on va regarder une carte pour visualiser un petit peu les routes qui sont entravées donc par les djihadistes du JNIM et les deux villes qui sont toujours sous blocus, donc Nioro et Kayes, donc presque à la frontière sénégalaise. Et évidemment, le blocus qui impacte durement Bamako. On a encore des images sur la route entre Narena et Bamako qu'on va voir, donc de citernes de carburant qui brûlent, parce que c'est un blocus qui concerne le carburant et certaines compagnies de bus. Donc ces images datent d'il y a quelques jours entre Narena et Bamako. Puis on a des images aussi à Koulikoro, où aussi encore on va voir des citernes en train de brûler, donc brûlées par le JNIM, qui empêchent les hydrocarbures d'arriver vers la capitale et les villes qu'on a désignées. Les prix sont en train de flamber. On a des images aussi aux stations-service. On sait aujourd'hui que le litre a dépassé les 3000 francs CFA, que la pénurie arrive à Bamako. Le gouvernement a décidé de fermer certaines stations-service parce qu'il dit qu'il dépasse les prix, parce qu'évidemment tout le monde joue maintenant de ça, parce qu'il y a le blocus de JNIM, mais il y a aussi les restrictions du gouvernement de Bamako dans la région de Mopti. Donc les deux facteurs font monter les prix. Et d'ailleurs, même les vols dans le pays ont été impactés, surtout les vols humanitaires qui sont au sol depuis plusieurs jours. Wassim, on a appris donc de nouveaux événements qui se sont passés la semaine dernière. 3 ressortissants étrangers ont été kidnappés. Qui étaient-ils et finalement qui les a pris en otage? Donc, effectivement, c'est une info qui date du 22. Donc, il y a eu cette prise d'otage au sud de Bamako, à 30 km au sud de Bamako, dans un secteur qui s'appelle Sanan Koroba. Donc, c'est une ferme privée où 2 ressortissants émiratis ont été pris en otage. Et là, ce sont les images donc des locaux, parce que ce sont des riches ressortissants émiratis qui ont des aéronefs dans leur ferme, et leur employé iranien qui a été pris en otage. Donc, de sources propres. C'est effectivement le JNIM qui les détient entre ses mains, aussi de sources propres, donc au fait des négociations en cours, le JNIM refuse les intermédiaires désignés par Bamako. Donc ce sont des commerçants locaux qui sont loyaux à Bamako et qui essayent de négocier la libération de ces Émiratis. À l'heure où on parle, ces négociations bloquent parce que le JNIM refuse de parler à ses interlocuteurs et on imagine qu'il voudrait parler directement donc aux autorités émiraties. Donc c'est un point assez important. On sait aussi qu'a priori, il y a une rançon qui va être demandée et qui pourrait s'élever à plus de 10 millions de dollars, sachant qu'en moyenne, la rançon pour un ressortissant occidental, cette fois-ci, elle était autour de 6 millions. Et pourquoi je dis elle était? Parce que depuis février 2024, le JNIM n'a plus de ressortissants occidentaux entre ses mains depuis la libération des 3 derniers otages italiens. Sauf que il a d'autres otages entre ses mains. Donc ce sont en plus des dizaines de militaires maliens et burkinabés. Le groupe se concentre sur les ressortissants des pays qu'il estime sont des soutiens, ou qu'il définit comme des soutiens aux juntes dans les 3 pays du Sahel. Donc entre ses mains, il a des otages indiens, chinois, russes et iraniens. En comparaison, l'État islamique au Sahel, donc le groupe djihadiste rival, depuis la libération des 4 camionneurs marocains après négociation avec Bamako il y a quelques semaines, il détient toujours une ressortissante suisse, une autre autrichienne et au moins un Indien, tous pris au Niger pour le coup. Et pendant ce temps-là, les attaques du JNIM n'ont pas faibli en intensité, Wassim. Il y a une attaque qui est symbolique de ce qui se passe en ce moment. Donc effectivement, ça n'a pas faibli, ça continue. On va re-regarder la carte encore une fois pour voir où cette dernière attaque a eu lieu. Donc c'est à Benena qu'on va voir, à la frontière avec le Burkina Faso, on la voit. Et pourquoi c'est significatif? Parce qu'on va voir sur des images aussi les djihadistes arriver dans le village de Benena. Et c'est important parce que selon des sources propres sur place, cette scène qui peut interpeller, donc on va voir la vidéo des motos qui rentrent dans la ville, cette scène qui peut interpeller n'a rien d'exceptionnel, selon des sources sur place. Pourquoi? Parce que le village en question, donc Benena, n'a pas de miliciens d'Ozo en faction. Donc les djihadistes ne s'attaquent pas aux habitants, et les habitants l'ont compris, donc ils les laissent passer, ils ne fuient même pas. Donc ça en dit long sur la perception des djihadistes par rapport aux habitants et vice-versa, alors que d'autres villages, par exemple, où il y a des miliciens d'Ozo, ils sont attaqués jusqu'au point où, par exemple, aujourd'hui, les habitants des villages dans le centre du Mali
même les unités en faction, les unités militaires en faction dans le centre du Mali, sont en train de passer des accords avec les djihadistes sans l'aval de Bamako. Le dernier exemple, on en a parlé plusieurs fois, c'est Gossi, où les djihadistes ont obtenu le départ de l'Africa Corps russe de la caserne de Gossi, et ils ont dit aux militaires, vous pouvez rester dans la caserne, vous pouvez faire votre marché sur le marché, mais vous n'avez pas le droit, par exemple, de patrouiller. Donc ce sont les djihadistes qui posent leurs conditions. On va voir sur une autre vidéo intéressante aussi, les djihadistes donc, qui ont attaqué cette base de Benena, et on va voir le treillis burkinabé d'un des djihadistes. Donc un treillis de l'armée burkinabé. Et donc ce qui veut dire quoi? Que les djihadistes sont effectivement en train d'appliquer au sol l'alliance des pays du Sahel, parce qu'ils bougent entre les trois pays. Wassim, de quel c'est le treillis là qu'on voit tout de suite. Il s'agit, voilà. Qu'on vient de voir à l'image. Hein, voilà, qu'on vient voir à l'instant. Et donc c'est typique de l'armée burkinabé. Donc ce qui veut dire que les djihadistes qui ont attaqué Benena viennent aussi du Burkina. Donc la frontière est inexistante pour les djihadistes au sol entre les trois pays du Sahel, le Burkina, le Mali et le Niger. On va terminer aussi avec une image significative, c'est la prise, là on va voir, donc d'une Mercedes 190 noire. Ça peut paraître anodin, mais ce qui est intéressant, c'est que cette voiture est totalement identifiée parce qu'elle appartient forcément à un officier de cette caserne de Benena. Et du moment où les djihadistes la prennent, c'est qu'ils sont sereins. Même si elle est identifiée, ils peuvent la prendre, ils peuvent la conduire sans être visés ou ciblés par les militaires. Donc, ils se sentent bien chez eux pour opérer ce genre de prise, parce qu'en général, ils brûlent tout sur place, ils ne prennent que armes et munitions et gasoil. Merci à vous, Wassim, pour cet éclairage.